On redémarre. Merci beaucoup, merci à tous de votre présence. On continue notre matinée riche en informations sur Décarbonons ensemble. Ensemble Décarbonons, donc je vous le rappelle, on a créé ce petit hashtag pour essayer de créer un mouvement sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à dire que voilà, vous êtes engagés dans la filière, montrez l'exemple comme on l'a vu tout à l'heure, avec nos différents invités, avec ces donneurs d'ordre qui s'engagent et voilà, pour un futur plus sobre et plus désirable. Comme vous le savez, du coup, l'Union européenne maintient fermement son cap vers l'électrification des véhicules. Ouais, je vous parle de voitures, parce qu'en fait, il y a un lien. Quand on parle de voitures et qu'on passe tout à l'électrique, est-ce que c'était la meilleure idée? Est-ce que c'était la seule idée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu penser mixité des carburants, des possibilités énergétiques? Eh bien, pour la construction, aujourd'hui, on en est exactement à ce point-là. Ne partons pas sur le tout béton, le tout bois, le tout acier, le tout je ne sais pas quoi. Travaillons la mixité, travaillons le bon sens, la réflexion autour des nouveaux modèles. On a commencé à en parler déjà, il faut qu'on continue. Pour le futur du bâti et de la ville durable, je vous propose donc à présent d'accueillir Nathalie Chang, présidente de Tribu Énergie, Claire Chabrol, architecte durable et réemploi, cofondatrice du mouvement Unisson, Christophe Bonhomme, président de l'Union des métalliers et de Bonhomme Bâtiment. Merci de me rejoindre. On va vous mettre tous les trois. Je vous en prie, installez-vous. Alors, tout à l'heure, on avait une table ronde masculine. Maintenant, on a une table ronde très féminine. Merci, Christophe, d'être parmi nous. Alors, pour démarrer cette deuxième table ronde, on va déjà faire un petit rappel sur le SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone. Pour ceux qui ne maîtriseraient pas très bien ce point, je me tourne vers Claire. Est-ce que tu pourrais nous reparler de cet objectif SNBC ? Oui, complètement. Alors, attends, un petit micro. Est-ce que... Oui, on est bon. Donc oui, en effet, cette fameuse SNBC, Stratégie nationale bas carbone, qui est en gros notre feuille de route pour tout citoyen, pour tout secteur d'activité en vue de notre décarbonation. On le sait à peu près tous, on a des objectifs d'atteinte de décarbonation entre 2015, 2030 jusqu'au seuil 2050 avec une décarbonation complète. Ce qu'il faut retenir de cette SNBC, c'est deux choses. D'une, objectif de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, et deux, augmentation de nos puits de carbone, dont une partie avec ces fameux matériaux de construction. Il y a peut-être deux éléments qui sont à cibler dans cette SNBC. C'est que, à la fois, il va falloir travailler sur la réduction des consommations d'énergie et sur une réduction de l'impact des matériaux d'ici à 2050. Et finalement, là, il y a deux grands volets. Il y a le volet gaz à effet de serre pour les besoins énergétiques. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, 99% des gaz à effet de serre émis pour les besoins énergétiques le sont dans le parc existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sujet de priorisation ou en tout cas de travail sur la rénovation du parc, puisque d'ici à 2050, eh bien, on aura déjà 70% des bâtiments qui dateront d'avant 2012. Donc, travail sur l'existant, sur le préexistant. Et puis, il y a un deuxième volet qui, lui, est sur le volet matériaux. On va avoir aujourd'hui 90% des gaz à effet de serre qui sont émis pour les matériaux de construction, qu'ils sont dans la construction neuve. Et donc là, finalement, une fois qu'on s'est dit ça, on se pose la question de quel est le budget matériaux entre le neuf et la rénovation? Comment est-ce qu'on va travailler à impliquer à la fois la rénovation du parc et la construction neuve pour trouver cet équilibre qu'on va devoir chercher avec la SNBC? D'accord, voilà, c'est très clair. C'est clair pour tout le monde? Bon, super, on continue. Toi, je vous ai tutoyé. Claire, vous êtes spécialiste du réemploi, vous êtes architecte durable, vous avez vraiment ce point de l'économie circulaire chevillé au corps. Quand
Racontez-nous, on parle tout le temps de RE 2020, c'est quoi la place du réemploi aujourd'hui dans cette vision de RE 2020 et puis de son futur? Alors peut-être déjà une chose, bien se rappeler que la RE 2020 va nous intéresser particulièrement parce qu'elle va, pour la première fois finalement, et c'est assez précurseur en Europe, calibrer le sujet de la comptabilisation carbone de la construction par ce fameux indicateur IC Construction. Et grâce à ça, justement, grâce à ce calibrage, on va se poser la question aussi de la territorialisation des pratiques. Je crois que c'est Stéphane Defeuille tout à l'heure qui parlait justement de la construction locale, il parlait de vernaculaire, si je ne m'abuse. Eh bien, ce qui nous intéresse avec la RE 2020, c'est cette territorialisation des pratiques. En effet, on a des particularités locales en termes de construction qu'on va pouvoir mettre en valeur grâce à cette RE 2020. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Donc voilà, donc tout ça pour se dire, territorialisation des pratiques, faire le lien entre le carbone, le vivant, le bâti, se poser la question de cette localité de la construction et du coup, prendre en compte le réemploi des matériaux de construction. Réemployer des matériaux de construction quand on le fait de manière ambitieuse, avec des éléments de gros œuvre, des éléments techniques, des équipements techniques et des équipements de seconde œuvre, on peut gagner jusqu'à 100 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Ça veut tout et rien dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça veut dire que le gap qu'on doit faire entre les seuils 2025 et 2028 de la RE 2020 peuvent être pris en charge à 100% si on fait du réemploi des matériaux de construction. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est que la RE 2020 nous impose des seuils de plus en plus complexes à atteindre. On y arrive assez bien sur les sujets d'énergie, c'est plus complexe sur les sujets de matériaux, et le réemploi des matériaux de construction est un volet pour tendre vers ces différents seuils, en fait, vers le passage de ces différents seuils. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir du lien entre RE 2020 et réemploi. Merci Claire. Nathalie, ces seuils 2028-2031, comment vous les percevez avec votre vision ingénieur? Donc là, on a eu l'analyse architecturale. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, déjà, je n'ai pas qu'une vision ingénieure de ces seuils, puisque j'ai piloté les travaux de calage de la RE 2020 pour le ministère. J'ai passé quand même quelques années. Donc, et effectivement, donc, voilà, je pourrais être un petit peu jugée partie. Donc, peut-être juste un petit rappel, le seuil RE, voilà, qu'on appelle 2031, en fait, il représente, c'est moins 35%. Donc déjà, il ne s'applique que au sujet des matériaux de construction, donc le IC Construction, comme le disait Claire juste avant. Ensuite, donc, c'est un objectif de 35% de réduction du poids carbone des bâtiments par rapport à l'année 2022, en fait. Et il faut savoir qu'il a été calé avec un objectif quasiment 100% superstructure bois et un maximum de réemploi. Donc ça, c'est très important de savoir comment ce calage 2031 il a été fait. Et donc, il y a eu effectivement ces étapes intermédiaires qui sont très judicieuses. Là, on vient d'attaquer la période 2025. Dans 3 ans, on passe avec le seuil 2028. Sauf qu'entre-temps, il nous est arrivé une petite tuile. Il y a eu une mise à jour de normes, voilà, ce qu'on appelle la norme A2, en fait, qui est arrivée, qui à la fois amoindrit les bénéfices de tout ce qui est biosourcé, notamment du bois, et à la fois alourdit l'impact, notamment par exemple des bétons. Aujourd'hui, c'est plus 20% sur le poids carbone des bétons. Donc aujourd'hui, ce seuil 2031, avec cette nouvelle norme, il est inatteignable. Même le seuil 2028, aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir y arriver. Avec en plus la conjoncture financière qui fait que imaginer des bâtiments dès 2028 100% bois, ça va être assez compliqué. Donc il y a un petit sujet aujourd'hui, en tout cas sur ces seuils où beaucoup d'acteurs vont voir le ministère pour les remettre en question et demander justement certains ajustements. Alors ensuite, à l'échelle des bâtiments, déjà, je pense qu'il faut se poser une première question, d'aller au-delà du bâtiment, et notamment
notamment de prendre en compte le poids carbone global et notamment le poids global des transports. C'est vrai qu'aujourd'hui, on critique beaucoup le ZAN en disant le ZAN, oui, il fait du tort, notamment pour la construction, pour justement l'étalement urbain. Mais est-ce que l'étalement urbain est une bonne solution, étant donné que le poids des transports, c'est 10 fois celui du poids carbone d'un bâtiment à l'échelle même d'une année. Hein, c'est assez dramatique. Donc il y a, je pense, cette première question à se poser. Effectivement, est-ce judicieux de construire des maisons individuelles en plein milieu des champs qui vont mettre 45 minutes tous les jours pour se rendre à leur travail? C'est une question. Alors, mis à part ça, si on attaque le bâtiment en lui-même, donc pour aller justement vers ces seuils très motivants de la réglementation de la RE 2020, il y a déjà le sujet de la frugalité. Ça a été un petit peu évoqué ce matin, juste avant, c'est éviter les surenchérissements de matière. Alors moi, ce qui m'exaspère par-dessus tout aujourd'hui, c'est le mur béton sur lequel on va venir coller de la brique. 2 matériaux ultra émetteurs, et on vient faire une espèce de cache-misère. Et là, je dis, non, mais réapproprions-nous, dans ce cas-là, les matériaux d'origine. Et là, il y a une vraie question, justement, par exemple, quand on travaille sur des projets où, par exemple, les villes nous demandent des revêtements parfois très minérales. Eh bien, quand on a du minéral, quand on nous demande du minéral, moi je dis, effectivement, des bardages qui soient métal ou bois, est-ce une bonne idée finalement de venir mettre du béton ou d'autres matériaux lourds sur un bardage en termes de durabilité. Donc il y a ce premier sujet de frugalité, éviter ces surenchérissements. Ensuite, il y a le sujet du bon matériau au bon endroit. Et effectivement, selon les ressources locales, selon le savoir-faire aussi des entreprises à proximité, parce que le problème, c'est qu'on a, sur certains projets, il y a eu des volontés d'importer certaines ressources locales, mais des ressources décarbonées, mais qui venaient de très loin, et ça a été un véritable fiasco parce que personne ne savait les mettre en œuvre. Et effectivement, il y a le sujet du réemploi. Mais en fait, aujourd'hui, on est face à un gros dilemme qui est de concilier cette impulsion sur le bas carbone, mais avec tous les autres sujets. La maîtrise structurelle, l'incendie, l'acoustique, les performances thermiques. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus faire du copier-coller comme on a fait pendant des années de plans de structures en béton. On oblige tous les acteurs à se parler. Or, effectivement, tout le monde a ses propres habitudes et c'est pas si évident que ça. Oui, une chaîne de valeur très fracturée, on en a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Nathalie pour ces éclairages. Mais du coup, quand vous parliez frugalité des matériaux, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de mixité des matériaux? Alors, effectivement, je dirais, quand on dit le bon matériau au bon endroit, on se pose la question de... est-ce qu'on doit aller vers la mixité des matériaux? Alors, moi, je suis peut-être un mauvais exemple, parce qu'en fait, j'habite dans un bâtiment haussmannien dans lequel j'ai une façade sur rue en pierre de taille, une façade sur cour en ossature bois avec du remplissage tout venant, avec des planchers sur des poutrelles métalliques et des planchers bois, où on voit... je dirais, l'excellence de tous ces mélanges de matériaux et où le matériau au bon endroit a été bien appliqué. Et à la fois, j'ai mes bureaux dans un bâtiment complètement atypique, 100% métal, qui a été imaginé par des ingénieurs britanniques qui s'implantaient en France et qui sont effectivement et qui sont ultra pratiques en termes de modularité des espaces, puisque zéro mur porteur, donc avec beaucoup de luminosité, beaucoup de caractéristiques. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que il faut se reposer ces questions du bon matériau au bon endroit, de comment retrouver, faire coexister ces matériaux de manière intelligente. Mais ce n'est pas évident. Il y a une vraie problématique d'appropriation et puis de compétences aussi des acteurs sur ces mixités. D'accord. Claire, je me retourne vers vous. Vous voulez réagir peut-être
effectivement aussi sur les compétences des acteurs et le niveau de formation que l'on a de façon académique. Oui, et puis au-delà des niveaux de formation, je pense que c'est aussi les modes de collaboration. On en a un peu parlé dans la première table ronde, vos intervenants en parlaient. Oui, il faut se former, mais il faut avant tout sortir de son couloir de nage. C'est-à-dire que former les architectes, j'en suis, former les ingénieurs, former les paysagistes, les philosophes, les économistes, oui. Mais par contre, les former aussi à se parler, à collaborer, parce que le bon matériau au bon endroit, la bonne technique au bon endroit, pas de surenchérissement justement, de technique, etc. Oui, mais si on ne sait pas travailler ensemble, ça ne fonctionne pas, ce qu'on vient de se dire. Donc, il y a pour moi à la fois les méthodes de travail à revoir et les échelles d'action, pour être capable aussi de faire ce lien entre les investissements et les priorisations à l'échelle d'un territoire, l'encadrement à l'échelle de la parcelle et du bâti de ces modes constructifs pluriels, et puis la déclinaison à l'échelle des usages. Et finalement, c'est ce lien entre ces différents scopes qui, à mon sens, avec le lien avec les différents modes de collaboration, fait que ça fonctionnera. Et du coup, qui implique une meilleure qualification de chacun des acteurs. Ayant travaillé en Suisse, je m'étais faite la réflexion à l'époque de justement cette appétence à la technique, par exemple, pour les architectes, ou de cette appétence vis-à-vis de l'architecture pour les ingénieurs, et du coup, les dialogues assez constructifs qui en sortaient, parce que justement, chacun était capable de parler le langage de l'autre. Et finalement, ça paraît être soit impensif, soit un peu une compétence pas forcément palpable, mais c'est ça qui faisait que ça fonctionnait réellement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de ça. Que les architectes apprennent à être beaucoup plus techniques, que les ingénieurs ou d'autres corps de métier apprennent aussi cette sensibilité qui permet de penser l'espace, parce que quand on livre un bâtiment, on livre un espace, on livre une architecture, une lumière, on livre des futures collaborations, des futurs usages, on livre pas seulement un ouvrage. Voilà. On livre un potentiel en tout cas. Donc, si je retiens bien, vous voulez qu'on communique, c'est-à-dire en dehors du contrat, du mail et du réseau social ? Non, c'est une blague. Alors oui, et pour ça, je crois que typiquement, les ateliers, par exemple, comme ce qui aura lieu cet après-midi, sont hyper utiles dans le sens où il faut qu'on sorte aussi des zones de travail qui sont contractualisées. On a tous l'habitude de travailler avec les uns et les autres de ces corps de métier que j'évoquais sous le contrat pour tel ou tel projet. Mais si on veut vraiment monter en compétence et apprendre à se parler, il faut trouver des moments annexes pour se parler, pour travailler ensemble, des ateliers qu'on va appeler de co-construction, de design thinking, quel que soit le terme. Mais en tout cas, voilà, faire ce pas de côté, et je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Et écouter et apprendre de l'autre avec qui on travaille. Très bien, merci beaucoup. Christophe, je me tourne vers vous. On va parler de conception intelligente du bâti, de modularité, d'adaptabilité. Pensez-vous que l'acier soit un des matériaux les plus adaptés pour ce type de nouvelle construction ? J'ai une grande responsabilité devant mes pairs. Oui, bien sûr, j'en suis convaincu. Depuis tout à l'heure, on entend parler d'engagement, on entend parler d'innovation, de nouveaux types de collaboration, de matériaux locaux, de hors-site. On entend parler du meilleur matériau au meilleur endroit, donc le moins de poids possible, le moins de perte d'espace possible. Et là, j'ai parlé des qualités principales de l'acier, me semble-t-il. Donc oui, l'acier a toujours été, dans le métier de la construction, a toujours été le matériau du lien. J'aime bien l'appeler comme ça, le matériau du lien. Parce que vous ne construirez pas un bâtiment en béton sans acier, vous ne construirez pas un bâtiment en bois sans acier, et vous ne construirez pas un bâtiment en acier sans acier, forcément. Donc je trouve qu'on est justement le matériau du lien, et nous, dans notre façon de travailler ensemble, on doit aussi, et je rejoins ce qui vient d'être dit, et ce qui a été dit tout à l'heure ce matin par M. Defaille, vraiment, notre façon, il faut qu'on travaille et qu'on invente une autre façon de collaborer dans la construction. Sinon,
Cet engagement, si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on s'engage et qu'on est persuadé, au-delà de l'habillage qui fait joli de décarboner la construction, on est complètement imprégné par ce projet. On ne pourra pas le faire sans changer nos modes de collaboration. J'ai entendu parler tout à l'heure par monsieur Defaille aussi d'open source. Pour moi, c'est évident qu'on doit tout mettre sur la table et qu'on doit partager tout. Garder des petits secrets chez soi, c'est ridicule. Je pense que ça, c'est plus du ce monde et ça ne donnera à rien dans la transition qu'on a besoin de faire. Je crois qu'on a commencé à mettre les bases quand on a créé ensemble, avec beaucoup d'entre vous, la maison de la construction métallique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est indispensable à la construction, à la décarbonation de la construction. Claire, je peux réagir, oui. En effet, parce que ce partage, on parlait d'open source tout à l'heure, vous en reparlez maintenant, ça se retrouve à l'échelle aussi du matériau. Moi, là, je vais mettre ma casquette économie circulaire et emploi des matériaux. Si on veut être capable de considérer le bâtiment comme une banque de matériaux, eh bien, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit capable de faire connaître cette ressource, qu'on soit capable de la caractériser et qu'on soit capable de la diffuser, d'en diffuser la connaissance pour être capable de créer ces liens. Et on va souvent parler, par exemple, en économie circulaire, de ce qu'on appelle l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie industrielle et territoriale. Comment les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Eh bien, c'est ça un peu qu'on est en train de se raconter. Les nouveaux modes de collaboration, le faire connaître d'une technique, d'une production ou d'une matière, c'est ça en fait. C'est l'EIT, c'est faire corps autour d'un territoire et non plus à l'échelle juste d'un bâtiment sur une économie linéaire en fait. Allez-y, Christophe. Je ne sais pas si c'est une question qui vient après, mais là-dessus, je voudrais vraiment mettre le focus sur le réemploi, par exemple. J'allais vous la poser. Bon, excuse-moi. Allez-y. Parce que le réemploi, c'est vraiment l'image, d'accord, de ce qu'on vient de dire tous. C'est-à-dire qu'on voit que donc la maison s'est emparée, le CTICM s'est emparé de cette problématique de réemploi. On est en avance sur tous les autres matériaux parce qu'on a un référentiel qui permet d'assurer nos ouvrages et de réutiliser le matériau acier sous toutes les formes possibles avec une garantie. Donc là, on colle à la réglementation. Mais on voit que les grosses difficultés qu'on a, c'est l'open source, c'est le gisement, c'est de mettre en relation les maîtres d'ouvrage qui sont propriétaires des bâtiments avec le projet futur, et que si on ne change pas la façon de travailler, et que si la personne qui a le gisement ne sait pas le partager et le garde pour lui, si la personne qui a le projet le garde pour lui, on ne va à rien faire. Et on est en plein dans ces difficultés-là. Donc ça illustre bien que dès qu'on commence à mettre un pas dans une autre façon de fonctionner, ça change tout le reste. Et je crois que la clé, elle est là. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir votre avis, parce que vous parliez du réemploi, vous parliez effectivement de l'organisation de la filière. En matière de traçabilité, de qualité, d'assurabilité, d'anticipation de la déconstruction, la filière, elle est prête sur ces questions-là ? La filière, si elle est prête, et elle sera, pour moi, ce ne sera pas le souci. La filière, regardez, ils sont tous là, les experts du métal, d'accord ? La filière, elle est prête et elle saura rapidement mettre en place les éléments. Regardez le réemploi, on en a parlé il y a 1 an et demi, la maison de la construction, elle a 2 ans. Je regarde Philippe, c'est ça ? On en a parlé il y a 1 an et demi, 2 ans, on a un référentiel cette année. On ne peut pas dire qu'on ne sera pas prêt, on saura s'adapter. Puis c'est la règle de notre métier de s'adapter. Donc on saura s'adapter, ce n'est pas le souci. Mais il faut que tous les acteurs soient prégnants dans ce mode opératoire et dans ces nouveaux et ces prochains modes opératoires de la construction. Est-ce que vous pourriez, tant qu'on est en train de parler tous les deux, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots justement sur ce référentiel du réemploi sur lequel vous avez travaillé ? On a mis en place, la filière a mis en place un référentiel qui permet que tout type de construction qui forcément elle a été construite depuis les années 30, 40, 50, donc il n'y a pas de traçabilité, et il faut requalifier le matériau pour le réutiliser et le mettre dans la réglementation actuelle, en vigueur actuellement, il faut qu'on le requalifie. Donc il y a il y a un référentiel technique qui a été mis au point par le CTICM,
et qui permet de, dès qu'on a connaissance on a une charpente qui est récupérée, qui doit être requalifiée. Sur le territoire français, il y a 13, je crois que c'est ça, 13 entreprises de construction métallique qui sont installées dans différentes régions qui permettent justement de récupérer cette... 23. 23 Ou j'ai rêvé ou... D'accord. Ah non, parce que j'ai confondu avec les 13 régions, excusez-moi. 23, ouais, c'est ça, d'accord. Qui permettent donc d'être implantés dans chaque région et au plus près du gisement pour pouvoir... c'est des charpentiers métalliques, donc ils ont les équipements qui permettent d'avoir l'acier chez eux et de faire intervenir le CTICM par un labo qui va venir faire des prélèvements sur les aciers pour pouvoir leur redonner leur qualité, connaître la qualité d'origine et transposer dans les ouvrages qu'on devra faire. Ouais, c'est très innovant. Merci beaucoup pour cette explication. Claire, on en est où côté réemploi des matériaux à l'étranger ? Alors, justement, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que ces process, ces mises en œuvre de procédures de réemploi, il faut dézoomer en fait pour regarder aussi ce qui se fait dans d'autres pays et à l'échelle européenne. Il y a des initiatives européennes avec le FCRBE par exemple qui vont tendre à développer les guides autour du réemploi des matériaux, à systématiser, à normaliser, à institutionnaliser le réemploi des matériaux. Et il faut aussi regarder les initiatives beaucoup plus locales qu'on va trouver en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, sur d'autres matériaux. Et je crois vraiment que les méthodologies de réemploi qui ont été mises en place sur d'autres matériaux dans ces pays frontaliers peuvent être intéressantes pour développer aussi la filière dont on parle aujourd'hui. Par exemple, on va trouver des exemples de projets, par exemple en Belgique, autour du béton, où on va avoir non pas du recyclage de béton, mais bien du réemploi de béton, c'est-à-dire vraiment du découpage de murs, de planchers, de plafonds, etc., de dalles béton, qui vont pouvoir être réutilisés en l'état parce qu'on aura la technique pour les démonter correctement, parce qu'on aura les contrôleurs techniques ou équivalents dans les pays qui seront capables de nous accompagner, parce qu'on aura des assureurs qui seront capables de prendre en charge la réassurabilité de ces éléments-là. Et finalement, quand on regarde les process mis en place pour le réemploi du béton, il y a quelques initiatives en France, mais un peu plus light, qui existent. Je pense que ça peut être riche d'enseignements pour la filière qui nous occupe aujourd'hui. Et c'est là où moi, ça va m'intéresser. Oui, il faut travailler multimatériaux, mais il faut aussi regarder les méthodologies qui sont mises en place et qui fonctionnent déjà. Parce que oui, on ne parle pas du même matériau, on ne parle pas des mêmes contraintes techniques, mais malgré tout, on est toujours quand même à peu près sur les mêmes chaînes d'acteurs. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait là. Voilà. Au-delà de la pérennité du parc sur laquelle il faut qu'on travaille, il y a un vrai sujet de filière qui, en France, se développe beaucoup sur les corps d'état architecturaux, mais qui se développe aussi sur les corps d'état techniques et qui, dans d'autres pays, se développe encore plus sur les corps d'état voilà, et techniques et sur le gros œuvre. En n'oubliant pas une chose, c'est que quand on travaille sur un bâtiment pour le réemployer, la plupart du temps, on va avoir un tiers de l'impact qui va être sur le gros œuvre, un tiers de l'impact qui va être sur les corps d'état techniques et un tiers de l'impact qui va être sur les corps d'état architecturaux. Donc si on veut bosser efficacement avec le réemploi des matériaux, c'est partout. Et on doit c'est pas seulement sur une moquette ou sur une cloison. Et on doit se parler, évidemment. Effectivement. Nathalie, je me retourne vers vous. Selon vous, quels sont les freins à la conduite du changement nécessaire et puis aussi les opportunités pour le réemploi ? Alors, déjà, je voulais citer une étude qu'on a réalisée pour un constructeur, une société qui utilise des modules métalliques issus du réemploi, qui les reconditionne et pour lequel on a fait une étude justement d'impact énergie-carbone. Et il se trouve que la récupération de ces modules nous permet largement d'atteindre les seuils de 2031. Donc, tel quel. Alors après, on avait constaté des petites problématiques parce que, a priori, on pouvait pas, sur les anciens modules, on était limité en termes d'épaisseur d'isolant parce qu'aujourd'hui, on met plutôt du 14, du 20 cm et voilà, et ces modules n'étaient pas forcément faits pour. Mais d'un point de vue carbone, on était déjà au seuil 2031. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle.
Alors après, moi je voudrais citer, justement, passer en revue les donneurs d'ordre, parce que ça fait quand même, ça va faire 27 ans que je travaille dans le monde du bâtiment, et avec, où je peux voir un petit peu ce qui se passe. Alors on a déjà le sujet des aménageurs, on avait effectivement un représentant ce matin. Aujourd'hui, les aménageurs sont plutôt ultra-moteurs en termes du sujet du réemploi, en tout cas, ils sont plutôt ultra-moteurs en mettant des cahiers des charges très très ambitieux sur le sujet, voire même parfois complètement décalés par rapport au prix du foncier ou par rapport effectivement au jeu des acteurs, au délai. Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. La problématique, c'est que très souvent, ils couplent ça avec des exigences, par exemple sur du label biosourcé, par exemple, et notamment, là, j'ai une opération sur laquelle, dès l'amont, l'aménageur exigeait un bureau d'études structure bois dans l'équipe. Donc ça veut dire que là, en fait, on se retrouve un peu à être guidé vers un seul matériau. Alors, il se trouve qu'en plus, grande banlieue, prix du foncier très bas, prix de vente très bas, le maître d'ouvrage a décidé qu'il n'allait sûrement pas faire de bois sur l'opération parce que le budget ne tenait pas. Et donc, le pauvre bureau d'études structure bois, il a bossé tout le concours, des centaines d'heures pour rien, puisqu'il se retrouve viré, puisqu'il n'a pas d'autres compétences. Donc, il y a un premier... On aurait pu anticiper ce point. Ouais. Voilà, il y a un petit sujet... Du rêve que effectivement des collectivités, de l'aménageur qui essayent d'imposer certaines techniques constructives, et puis après la réalité, et aujourd'hui la réalité elle fait qu'on a parfois des bureaux d'études qui sont très spécialisés dans leur domaine et qui ne sont pas forcément très, très flexible, ou même pour aborder le sujet de l'acier. Ça, c'est aussi une des problématiques, parce que quand on interroge des bureaux d'études structure et qu'on leur propose de mixer les matériaux et notamment d'utiliser de l'acier issu du réemploi, souvent c'est un grand silence. C'est un grand silence parce que j'ai l'impression que c'est pas dans les abacs de dimensionnement habituel, que c'est pas dans les formations, c'est très très loin dans les cours, et en fait ça n'a pas forcément été assimilé, et donc j'ai un petit peu une fin de non-recevoir pour la suite. Et ensuite, alors j'ai un cas aussi très intéressant pour le coup d'une opération sur laquelle on avait promoteur immobilier, et on l'avait guidé il y a quelques années vers une solution de façade avec ossature métallique, bardage. Il se trouve que là, la collectivité était d'accord pour avoir un bardage plutôt léger. Ça s'y prêtait bien. Coût du foncier, là, pour le coup, très, très élevé. Donc, le fait d'avoir une façade légère nous permettait de gagner plusieurs dizaines de mètres carrés, donc avec un foncier qui était à 6-8 000 euros du mètre carré, c'était banco, très intéressant financièrement. Et là, on passe en consultation des entreprises. Toutes les entreprises ont chiffré vers un 30% plus cher que ce que coûtait réellement la solution, parce qu'elles ne voulaient pas faire, elles ne savaient pas, voulaient pas, et donc elles ont complètement bloqué la solution. Les entreprises habituelles avec lesquelles travaillait le promoteur, donc infructueux. Mais à contrario, là, justement, sur le sujet du réemploi, j'ai un exemple assez sympathique. On est sur une opération de construction de logements résidences étudiantes à Saint-Ouen. Pour le coup, là, avec Sequano, un référence ultra ambitieux en termes de réemploi, donc absolument génial. Donc nous, dès le départ, ultra moteur, on a proposé de faire une façade en briques issue 100% du réemploi. Génial. On finit par convaincre le maître d'ouvrage, les bureaux de contrôle, tous les acteurs étaient cochés, et en plus la Sequano nous dit c'est génial, là à 3 rues de votre chantier, il se trouve que j'ai la ressource, on va démolir un immeuble en briques, donc vous allez pouvoir récupérer le gisement. Ma responsable économie circulaire va sur le chantier pour aller récupérer, pour aller effectivement motiver, et là elle voit le camion démolisseur qui arrive, qui démolit tout, qui nous broie tout. Donc complètement, il y avait eu des messages qui n'avaient pas été passés.
Et conclusion, on va faire notre immeuble, notre résidence étudiante 100% en briques du réemploi, mais avec des briques belges, parce qu'en Belgique, ils ont effectivement une filière qui nous permet de les avoir. Mais ce qui est très intéressant sur cette opération, où on avait des objectifs ultra ambitieux en termes aussi de carbone, c'est qu'on a imposé dans le cahier des charges des ferraillages sur le béton en acier recyclé. Honnêtement, on avait très peu d'espoir. On s'est dit, allez, on y va au culot. Eh bien, c'est absolument génial parce que les entreprises ont répondu favorablement et ça nous a permis d'économiser 15 kg de CO2 par mètre carré. Et donc, là, banco, parce qu'on s'est retrouvé avec un petit bonus qu'on n'avait pas forcément, qu'on osait espérer, qu'on a réussi à avoir grâce à l'acier. Donc, voilà, c'est absolument génial. Donc, vous ne vous êtes pas autocensuré, finalement, l'audace a payé. Merci beaucoup, Nathalie. Christophe, on va conclure cette table ronde avec vous. Pour vous, les débouchés de la construction acier, au regard de tout ce que l'on s'est dit, et comme j'ai demandé tout à l'heure à Hervé Gasto, en tant que président de l'Union des métalliers, si vous aviez un vœu, un souhait à formuler aujourd'hui auprès de notre auditoire pour le futur, lequel ce serait ? Clairement, innover dans la collaboration, innover dans nos modes de construction et nos modes collaboratifs interfilières, internes à notre filière et entre les filières entre elles. Et on voit arriver de nouveaux acteurs dans l'acte de construire, les AMO, les DPE, les AMO réemploi, tous des gens avec qui il faut apprendre à travailler. Et je pense qu'on a la capacité d'être le plus en amont. Mais je pense que nous, entrepreneurs, nos entreprises ont vocation à être beaucoup plus en amont des dossiers qu'elles le sont. On ne pourra pas faire du réemploi, on ne pourra pas amener notre intelligence, pour reprendre le terme de M. Defaille ce matin, si on est uniquement cantonné dans une entreprise et qu'on attend qu'on nous envoie des DCE, qu'on envoie des DPGF à remplir. Voilà. Donc vraiment faire monter la filière le plus en amont possible des projets et participer à faire des bâtiments vertueux avec de l'acier. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, si je retiens quelques éléments, communiquer, audace, ne pas s'autocensurer et se lancer dans ces nouveaux modèles riches en opportunités pour vos affaires. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois et puis on va continuer notre matinée. J'appelle à présent un petit duo. Ça va peut-être un peu vous surprendre, mais on va parler de la jeunesse, on va parler des enseignants, on va parler de ce que les professionnels comme vous, notamment au travers d'une association qui s'appelle l'APK, qui est très, très engagée sur la transmission auprès des jeunes, font, et notamment pour porter la filière acier. J'accueille Marie Malobier, étudiante en bachelor architecture et ingénierie de l'ESTP, et Aurélien Trott, délégué général de Construire Acier et président de l'APK. Marie, je te laisse quelques minutes pour nous expliquer qui déjà tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui en représentante de cette jeunesse qui a envie de s'engager dans la construction acier. C'est à toi. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je voulais commencer par une petite question. C'est parmi vous, combien sont déjà allés dans une école d'ingénierie ou d'architecture pour intervenir et partager leur savoir? Ah, quand même. Je vous pose cette question parce que moi, je suis étudiante donc en architecture et en ingénierie et je pense que c'est les échanges avec les professionnels qui sont primordiaux et qui sont très importants pour partager, faire une passation de ce savoir et
de ce savoir. Voilà, du savoir-faire, pardon. Dans mon cursus, quand on parle de construction, on a souvent les grands noms comme Vinci ou Bouygues qui vont sortir. Mais c'est vrai qu'on entend moins parler de toute cette filière acier, de cette filière métallique. Alors, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils sont moins présents? Je pense que vous pourrez peut-être mieux y répondre que moi-même. Avant de venir ici, j'ai demandé à mes camarades pourquoi ils avaient choisi de se former dans l'avenir de la construction. Et presque de manière unanime, on m'a répondu qu'ils ne cherchaient pas seulement à avoir un métier, mais plutôt à chercher à avoir un réel impact dans la construction de demain, chercher à s'investir dans les enjeux qui grandissent, les enjeux actuels, donc que ce soit les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc on l'a vu par exemple ce matin, dans lesquels la construction métallique peut avoir un impact. Et donc on a envie de s'y intéresser finalement. Ah oui. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher, entre guillemets, de la jeunesse? Eh bien, on sait que ça commence à se faire et moi, je vous pousse à venir vous rapprocher de nous, que ce soit dans le cadre de salons étudiants, donc des salons, des forums, pour venir échanger avec nous, vous partager vos expériences, vos parcours professionnels, peut-être parce qu'on n'a pas connaissance de tout ce qui peut exister et on a envie d'apprendre. On sait que ce qui se fait aussi, c'est des hackathons, donc c'est des projets dans lesquels on travaille main dans la main avec étudiants et professionnels qui nous forment et nous plongent réellement dans ce que peut être un travail dans la construction. Et donc là, ça pourrait être le cas aussi dans la construction métallique. Et aussi, ça a pu être évoqué ce matin, peut-être travailler avec les différents acteurs et travailler sur des initiatives interfilières. Donc on est ouvert à toute proposition et on a juste soif d'apprendre et d'apprendre à vos côtés. Voilà. Merci Marie. Alors, charge à moi de fournir les réponses de la filière aux interrogations de Marie et d'un certain nombre d'étudiants. Alors, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je vais peut-être répondre déjà au niveau de l'APK. L'APK, association qui est membre de la Maison de la Construction Métallique et qui est une association d'une trentaine d'années qui promeut l'enseignement de la construction acier, mais la construction aussi mixte. Alors, l'objectif est systématiquement de favoriser les rencontres entre professionnels et enseignants. C'est une attente qui date déjà. Et il se trouve qu'on poursuit ces échanges et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin aussi de rencontrer encore davantage les enseignants pour bien entendre les attentes. Et bien évidemment, moi-même étant enseignant par ailleurs, je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi qu'on écoute les étudiants. Alors, j'invite les étudiants à regarder aussi le site web de l'APK, parce que dans le site web de l'APK, il y a des ressources qui sont mises à disposition des enseignants, mais aussi des étudiants en partie, et qui permettent d'enrichir le parcours pédagogique, d'enrichir la formation, de donner justement des témoignages sur des projets, des parcours de personnes. Et il y a aussi les prix de l'APK qui récompense des travaux remarquables faits par les formations de techniciens Bac+2 jusqu'au master pour les ingénieurs. Et il y a aussi des événements qu'on organise. Il y aura les journées scientifiques et techniques organisées par l'APK à destination des enseignants sur justement les thématiques d'aujourd'hui. La décarbonation, l'économie circulaire, la mixité des matériaux. Et j'en passe, mais tout ça aura lieu fin mars à l'ESTP à Cachan, pas à Troyes, je suis désolé, mais à Cachan. Et les enseignants, bien sûr, sont invités et les étudiants, tous ceux qui peuvent venir, sont bienvenus. Il y a aussi sur ce site
Pour info, il y a aussi des offres de stage qui sont diffusées. Maintenant, je vais parler peut-être de Construire Acier. Alors, Construire Acier, c'est aussi une association qui est membre de la Maison de la Construction Métallique. On est un centre d'information sur l'acier dans la construction auprès des maîtres d'ouvrage, des architectes et des bureaux d'études, essentiellement, mais on fait aussi quelques actions pour les étudiants. On organise des rencontres physiques avec des visites de chantier, des conférences dans des écoles. On a des moyens limités, donc on ne peut pas forcément être dans toutes les écoles d'architectes et dans toutes les écoles d'ingénierie de France. Donc effectivement, sur le site de Troyes, je suis obligé de reconnaître que nous ne sommes pas présents. Par contre, sur le site, regardez peut-être le site Construire Acier, qui est une mine d'informations aussi sur en matière de détails constructifs, notamment sur le matériau. Il y a aussi notre chaîne YouTube qui enregistre les conférences qui sont menées et clairement, avec votre double formation, je me doute bien que vous orientez peut-être déjà dans un premier temps vers la maîtrise d'œuvre. Clairement, ces conférences portent sur les thématiques notamment d'aujourd'hui. Les dernières portaient sur la mixité des matériaux en septembre dernier. Il y avait aussi le réemploi et ça présentait des projets. Donc je pense que vous devriez trouver des éléments qui intéressants à ce titre-là. Il faut savoir que l'ensemble de notre travail s'articule autour de trois piliers qui sont ceux de la filière dans son ensemble. Donc on a parlé ce matin de la mixité des matériaux, bon, je le redis. Effectivement, l'association avec des matériaux, il n'y a pas un seul matériau qui répond à tous les besoins. La notion d'économie circulaire, puisque effectivement la circularité du matériau est déjà un acquis, hein, c'est recyclable. On a parlé beaucoup de réemploi, on a parlé de réhabilitation, et puis il y en a qui ont parlé de l'entretien, de la maintenance, et ça c'est quelque chose aussi d'important. Le pont de Colbrookdale date du XVIIIe siècle, il est toujours debout. Donc les bâtiments de 50 ans, au fond, en acier, ils peuvent au moins faire 100 ans, voire plus. Et la décarbonation, bien sûr, du matériau. Il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la sidérurgie présente quelques produits aujourd'hui d'acier décarboné. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui contribuent chacun différemment, mais à la prise en compte en fait, des limites planétaires dans l'acte de construire. Ça, c'est important. Il y a aussi, je me permettais de souligner pour les étudiants, il y a aussi le concours acier, avec toujours des thématiques. Cette année, on va s'intéresser au hors-site. L'année dernière, il y a un travail sur les friches urbaines et le réemploi, et ça a permis aux étudiants justement de s'interroger sur toutes les problématiques occasionnées par l'utilisation de gisements dans la conception. Et l'année d'avant, on s'était intéressé au sujet du low-tech et du high-tech. Donc, comme quoi, il y a vraiment matière à nourrir des échanges, à rencontrer des acteurs de l'acte de construire au travers de ces concours aussi. Et je poursuivrai par une initiative qui s'est terminée l'année dernière, mais que la Maison de la Construction Métallique et Construire Acier ont fortement accompagné. C'est Archifolies, qui était une olympiade à l'initiative du ministère de la Culture, qui consistait à inciter 20 écoles d'architecture, dont les arts d'ailleurs, à concevoir et à construire des pavillons pour les Jeux Olympiques à l'intention de 20 fédérations sportives. Il faut savoir que ces 20 pavillons ont été construits, hein, ils ont vraiment été utilisés, ils étaient sur le parc de la Villette, et la filière acier, la filière construction acier, représentée par la Maison de la Construction Métallique et Construire Acier, a accompagné 3 pavillons d'entre eux, et le contrat a été rempli, c'est-à-dire qu'il y a eu l'utilisation d'acier, mais aussi du bois, d'autres éléments. On a permis à ces étudiants, et on parlait justement de l'intérêt de discuter avec d'autres contributeurs, on a permis aux étudiants de dialoguer avec les ingénieurs en conception, mais aussi avec les constructeurs. Et quand même, chez les constructeurs métalliques, il y a une particularité, c'est qu'il y a non seulement les études et le chantier, mais il y a aussi les ateliers, hein, la fabrication. Et ça a permis effectivement à ces jeunes de bien mesurer l'apport de chacun des contributeurs, de chacun des acteurs dans l'acte de construire. Et ça, c'est pour des actions, des initiatives de ce type-là qu'on s'engage pour justement décloisonner au mieux
toute l'action en fait orientée vers le projet. Après, bon, c'est vrai que je suis aussi accessoirement enseignant à l'ESTP. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur le projet. Alors le projet, c'est plus effectivement un sujet qui est vu en école d'architecture, mais il se trouve que là, en ingénierie, ça permet de voir le projet vu du côté de l'ingénierie, et c'est pas inintéressant. Et c'est certain que les doubles diplômes dont vous faites partie sont une population à observer avec attention, parce que déjà, vous prenez un engagement, c'est-à-dire d'être capable de dialoguer entre architectes et ingénieurs, et de comprendre les attendus et les prérequis et les formations des uns et des autres. Ça, c'est un point. Je me permets d'insister sur le fait aussi du patrimoine, parce que le STP, par exemple, cette année, a décidé de lancer un projet de réflexion pour les étudiants sur la réfection du laboratoire de mécanique, qui fait partie du patrimoine. C'est un bâtiment qui, pour l'histoire, a été construit en 1907 par les étudiants de l'ESTP. Comme quoi, là, aujourd'hui, les étudiants de l'ESTP pourraient peut-être participer à la déconstruction, la réhabilitation et la transformation de ce projet. Et puis, petit scoop, dans un mois, à la demande des alumni, un club acier va être lancé, et forcément qui va travailler avec les étudiants aussi, autour donc de cette filière acier. Génial, merci. Bon, on a de l'avenir au final dans la filière construction. Merci Marie pour ton témoignage et les éléments récoltés auprès de tes camarades. Donc en plus, Claire tout à l'heure nous a commencé à nous en parler, cette notion de séparer le lien tenu entre l'architecture et la construction. T'en es la preuve. Donc voilà une nouvelle candidate. Je fais aussi un autre petit appel. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement français a lancé depuis cette année des stages obligatoires pour les élèves de seconde. Moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce qu'en 3e, j'ai voulu faire un stage chez un archi. Et forcément, moi, je ne lui ai rien apporté. Par contre, lui, il m'a apporté tellement. Il m'a emmené en réunion de chantier, il m'a emmené sur le chantier, il m'a acheté mes premières chaussures de sécu. Je passais du rotring à AutoCAD, et ouais, je suis un petit peu ancienne. Et en fait, ce sont des rencontres. Et ce que vous avez dit tous les deux, votre témoignage, Aurélien et Marie, c'est que, en fait, si vous voulez pouvoir recruter les talents de demain, il vous faut provoquer ces rencontres. Vous ne pouvez pas forcément attendre que la bonne personne arrive à vous. Par contre, si ça se trouve, c'est vous qui arrivez à elle. Et ensuite, ça va être un collaborateur fidèle, une personne engagée pour la filière, et ça sera l'avenir de la construction décarbonée. Merci à tous les deux. Merci Aurélien. Merci Marie. J'appelle à présent nos deux témoins du démarrage de cette matinée, donc Philippe Herbulot et Corinne Arpin, qui vont nous faire la synthèse des actions qui ont été présentées lors de cette matinée. Là, ça va. Donc, sur la partie réemploi, vous avez vu que des choses ont été mises en place. Christophe a très bien décrit tout ce qu'on faisait, donc je vais me taire. Non, donc, avant d'initier finalement la démarche d'accompagnement sur la partie réemploi, j'ai interrogé certaines personnes de la filière, donc des acteurs de la chaîne de valeur, et qui ont étoffé ce que nous a dit tout à l'heure Nathalie Chiang de Tribu Énergie. Donc, pourquoi c'est problématique le réemploi aujourd'hui? On voit qu'il y a quand même pas mal de points qui sont importants à lever. Le premier point, c'est le point assurantiel, tout simplement parce que pour ces acteurs, ça cristallise toutes les craintes. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de ces produits qui ne sont pas assurés? Il y a un problème juridique, un problème de garantie, un problème de responsabilité. Donc, en plus, beaucoup trouvent que le sujet est plutôt complexe, incertain, et donc c'est le principal frein.
Ensuite, on a un autre sujet qui est le sujet de la conception. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. La partie conception, c'est que déjà, il y a des produits qui manquent d'éco-conception, qui ne sont pas simples pour faciliter le démontage. Donc, dans une deuxième vie du bâtiment. Et puis, il est difficile d'adapter finalement la conception aux gisements disponibles. Donc, il y a un besoin d'identifier des sources et de pouvoir concevoir avec ces sources liées au réemploi. Donc, la question de banque de matériaux est bien là, oui, en effet. D'ailleurs, j'ai aimé le point de M. Defay tout à l'heure qui parlait d'intelligence de conception. Il faut en effet réfléchir à la conception quand on fait du réemploi. Puis après, sur la partie technique, c'est comment j'adapte spécifiquement ces produits qui sont du réemploi, qui viennent d'une première vie, qui ne sont peut-être pas adaptés au nouveau bâtiment. Donc, quel test je dois faire, quel savoir-faire je dois développer, vers quel expert je peux me tourner. Et puis, humainement, c'est toute la question du changement aussi. Manque de formation, de compétences techniques, comment j'avance sur un sujet que je ne maîtrise pas tout à fait. Donc, j'ai à peu près 15-20 pages, mais je vais m'arrêter rapidement. Donc, et enfin, vous avez la question logistique, la question logistique organisationnelle. Eh bien, cette question de gestion de l'approvisionnement en matériaux, ça, parfois, implique un temps un peu plus long de réflexion pour anticiper et gérer le réemploi. L'avantage, et c'est ce que j'ai dit, ce que je trouve extrêmement enthousiasmant, moi, en tant qu'accompagnant de cette filière et accompagnant d'Amor, c'est que finalement, la filière, vous l'avez rêvé, elle l'a fait. Là, vous voyez un schéma, alors qui est un peu complexe, surtout de loin. En tout cas, c'est le schéma du fonctionnement de la C2P qui permet de savoir finalement ce qu'on fait quand, dans le référentiel des techniques courantes ou non courantes. Et quand vous êtes en technique courante, vous le savez, vous n'avez plus de problème d'assurabilité. Et le petit point en haut qui est entouré en rouge, c'est que grâce à la filière acier, vous avez maintenant un module qui s'appelle réemploi et qui permet, quand on suit ce référentiel, ce qui a été exprimé tout à l'heure par Christophe, quand on suit ce référentiel, le produit est finalement équivalent à un produit neuf. Et ce qui est intéressant, c'est que ce produit neuf, c'est un produit de structure. Et j'espère que demain, on fera aussi ça sur l'enveloppe et la serrurerie. Comme ça, tous les produits aciers, quand ils auront suivi ces référentiels-là, seront assimilables à des produits neufs. Du coup, ce qui veut dire qu'en tant que maître d'ouvrage ou architecte, maître d'œuvre ou bureau d'études, souvent on nous dit « oui, mais les produits de réemploi, il y a problème d'assurance ». C'est plus le cas. Vous avez aujourd'hui les outils qui vous permettent de réemployer un produit avec un processus qualifié et reconnu. Certes, avec certaines contraintes, mais je vous invite à aller voir ce référentiel, à se rapprocher de la Maison de la Construction et d'Amor Bernlarbi sur ces sujets, car en effet, il y a des solutions. Après, sur la partie conception, j'ai parlé d'éco-conception, j'ai parlé de produits qui sont assimilables au réemploi. Et là, par essence, l'acier est ce type de matériau. Parce que c'est un matériau qui finalement a des facilités de déconstruction, si on ne le démolit pas d'un seul coup avec une grosse... Mais bon, a des facilités de démontage et également est finalement très lié au hors-site qu'on a abordé dans une des premières conférences et des tables rondes. Donc, on a parlé aussi de banque de matériaux. Métal Réemploi, c'est aussi une plateforme digitale qui permet d'avoir accès aux matériaux disponibles. Et je vous engage, alors maître d'ouvrage, maître d'œuvre, influencer les maîtres d'ouvrage, à positionner sur cette banque, qui est une banque spécifique acier, tous vos matériaux qui peuvent être réemployables. En plus, c'est gratuit encore actuellement, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez positionner tous vos produits sur cette banque de matériaux digitale pour qu'elle puisse être accessible. Et puis, les concepteurs peuvent ainsi voir ce qui est disponible et pouvoir réfléchir à leur conception en amont. Après, les constructeurs métalliques pourront se positionner pour racheter ces produits et les mettre en œuvre. Donc ça, c'est sur la partie conception. Sur la partie technique, il y a aussi là des innovations, et notamment le CTICM a mis en place un laboratoire mobile. Donc vous voyez,
C'est le laboratoire mobile qui permet de finalement requalifier les aciers au plus près du chantier. Donc qui va à la rencontre finalement des besoins opérationnels, qui accompagne toute la dynamique de certification qui est proposée par les constructeurs métalliques en local et qui vient tester les produits sur place pour voir s'ils sont réemployables ou pas. Parce que bien sûr, il y a des produits qui ne peuvent plus être réemployés, mais au moins vous avez un audit ressources assez rapidement réalisé et au plus près de votre projet. Et enfin, humainement, combien de partenaires relais, Christophe? Donc 23 partenaires relais partout en France. Non, mais parce qu'il y en a partout en France et ils sont oui, c'est une image. Donc, ils sont partout en France et ils sont là pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Parce que ces partenaires relais, ce sont des constructeurs métalliques, ce sont des sachants, ce sont des experts, c'est ceux qui maîtrisent la matière, comment elle se pose, elle se monte, donc comment elle se dépose et elle se démonte. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que rarement une filière aussi, finalement, elle est souvent silotée, la filière. Il y a celui qui demande, celui qui fait, celui qui achète, etc. Et là, vous avez des constructeurs qui sont en capacité de démonter, de penser et de faire, et de mettre en œuvre. Voilà. Je dis beaucoup, voilà, moi. Hein. Enfin, parce que le temps va très 3 vite. 3 minutes, mais tous les deux, donc de quoi laisse-moi un peu de temps. Il reste 3 minutes, mais tous les deux. Tout simplement, je voulais dire que cet écosystème, il a gagné le prix d'innovation parce qu'il est pensé comme un écosystème global au service du réemploi. Merci Corinne. Tu m'aides si tu passes pas? Ah oui, c'est vrai. Alors, en effet, en fait, la filière a également investi notre champ, au-delà du champ du réemploi. Je vais te prendre Elisabeth sinon. Merci. En fait, quand on parle de décarbonation, en fait, ce constat, en fait, je l'ai fait parce que souvent, quand on faisait des réunions syndicales, alors ça tombe bien, il y en a un qui m'a... Je sers souvent de paratonnerre. N'est-ce pas, Bruno? Et je me suis dit, mais pourquoi cette angoisse? Pourquoi Et en fait, quand on regarde un petit peu les enjeux réglementaires, que ce soit des enjeux européens, français, des règlements qui vont tomber, des termes barbares, les chefs d'entreprise sont extrêmement anxieux sur leur avenir. Et comment, en fait, aborder cet avenir? Alors bon, je me suis dit, apparemment, l'intelligence artificielle est un sujet. Rassurez-vous, je ne vais pas aborder ce sujet-là. Donc, je l'ai utilisé en disant, peux-tu me donner, quelque part, l'état d'esprit des patrons de boîtes métalliques par rapport à ces enjeux? Vous l'avouerez, c'est assez chaotique. Ce qui veut dire que la filière doit se saisir d'un certain nombre de missions, et c'est justement la mission d'Impact A. La mission d'Impact A, c'est déjà donner une impulsion, le IMP de impulsion, pour quelque part que les entreprises se saisissent de cette vision, de cette volonté de faire, d'agir, et le acte de agir, action. Donc, Impact A, et bien sûr, le A, je vous laisse deviner, c'est pour le... Ah, il y en a 3 qui suivent. Mince alors, il fait tard, il faut que j'accélère. Donc voilà, c'est une démarche en fait, qui va permettre en fait, de créer une dynamique autour de l'activité décarbonation, mais qui va au-delà, puisqu'en fait, on va aussi amener un certain nombre d'outils de pilotage, parce que qui dit décarbonation va aussi dire derrière RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est également un autre enjeu qui dit l'ensemble de ces éléments-là, c'est des indicateurs et donc de la mesure. Et la mesure, elle se fait aussi par le biais de la CSRD. Donc tous ces éléments-là, il faut les structurer et les piloter. Et c'est justement l'objectif d'Impact A. Du coup, toc toc. Merci. Du coup, en fait, j'appelle réellement à la collaboration de ce futur bas carbone, de ce futur engagement bas carbone. Comme on l'a vu au niveau des différentes tables rondes, il y a des enjeux sur la mixité des matériaux pour tirer le meilleur parti de chaque filière. Travailler sur la traçabilité des matériaux, de la donnée, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Alors la donnée au niveau de la filière, mais la donnée au sein de chaque entreprise. Quand on a un enjeu d'impact F2S, par exemple,
on s'aperçoit que la donnée doit être importante. Et on s'aperçoit que là aussi, il y a des écueils sur lesquels il faut travailler. D'avoir une approche collaborative interprofessionnelle, donc ça aussi, c'est des éléments importants. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la notion du hors-site, où on réinvente quelque part une offre vis-à-vis des clients. Est-ce que demain, on va construire tel qu'on construit les bâtiments et les laisser dériver dans le temps, ou est-ce que ces bâtiments vont évoluer, vont quelque part passer de parking à bureau, de bureau à logement? Certes, il y a des contraintes réglementaires, mais c'est avec vous, avec cette filière, qu'on va pouvoir faire évoluer en fait tous ces modèles économiques. Soit on l'attend, soit on attend, chacun dans son coin, on met la tête dans le sable et puis on reste, on attend. Et puis soit on agit. Et moi, je vous invite à agir. Et donc, pour ceux qui sont convaincus de venir nous rejoindre dans la démarche Impact A, vous avez Weekend, qui est notre partenaire, qui va nous accompagner sur la promo 2, qui est présent dans le réfectoire tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir engager éventuellement un certain nombre d'entreprises. Nous avons une promo que nous lançons au mois de mars prochain. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette promotion. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Corinne, merci Philippe. On va à présent accueillir notre grand témoin pour la conclusion. J'appelle Fabrice Bonifay. Merci. Donc, Fabrice Bonifay, président du C3D et directeur développement durable de Bouygues. Il va nous donner sa vision à la conclusion de cette journée très riche d'enseignements. Merci beaucoup, Fabrice, de votre présence. Merci, bonjour à tous. Puis bravo pour votre engagement sur ce sujet plus qu'important. Donc, je vais aller droit au but. On n'a plus beaucoup de temps pour inverser une tendance qui est quand même assez mal barrée. Si on en croit le 6e rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 ans, là, vous le savez, la trajectoire carbone de l'humanité est quand même mal engagée dans la mesure où il nous reste, grosso modo, comme budget pour rester sous l'1,5 degré, un petit peu moins de 200 gigatonnes. Et quand on sait qu'on en émet près de 50 tous les ans, on aura atteint les fameux 1,5 degré qui étaient prévus lors de l'accord de Paris en 2015, donc il y a juste 10 ans, juste 70 ans avant l'objectif. Donc c'est juste dramatique. Donc au rythme actuel des émissions, on va aller bien au-delà des 1,5 degré qui étaient prévus. Les 2 degrés qui étaient prévus, c'était 2 degrés well below 2 degrés, donc 1,5 degré, mais donc on sera 1,5 degré avant 2030 et 2 degrés au rythme actuel des émissions bien avant 2040, et là 60 ans avant ce qui était prévu. Donc si on avait un peu conscience des dégâts collatéraux que tout ça va générer, on commencerait à réfléchir un peu autrement. Parce que le réchauffement moyen, vous avez compris que ce n'est pas ça le problème, c'est les dérèglements associés au réchauffement. Et donc il faut non pas raisonner en moyenne, mais en écart type. Et vous êtes tous, je pense, familiers de ce type de notion. Donc l'écart type, c'est quoi? Ça veut dire que quand on aura 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement moyen, ce qui est le cas aujourd'hui, on aura des périodes dans l'année où on sera 15 à 20 degrés au-dessus de ce qu'on appelait dans le temps les normales de saison. Donc voilà, c'est ces périodes caniculaires qui vont être dramatiques à la fois pour le vivant dans son ensemble et pour la biodiversité évidemment, et aussi pour tous les autres cycles dont on dépend, donc le cycle de l'eau notamment. Donc quand il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez, puis quand il y en aura trop, on le voit en ce moment, il y en aura trop, et ça devrait devenir quand même très très problématique pour nos concitoyens, pas simplement en France et partout dans le monde. Alors une fois qu'on sait ça, je pense que je ne vous ai rien appris. Si on voulait, je dis bien si on voulait collectivement, donc au niveau de l'humanité tout entière, adresser ce problème à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, il faudrait baisser en fait l'empreinte carbone de l'humanité en absolu, tout scope, de 5 à 6% par an jusqu'à 2050. 2050 étant la target qui a été fixée par le GIEC pour atteindre la fameuse neutralité carbone, c'est-à-dire pas plus de carbone émis que la capacité des puits de carbone naturels, donc l'absorption océanique et la photosynthèse. Donc la capacité de ces puits de carbone à absorber nos émissions résiduelles, parce qu'on émettra toujours du carbone évidemment. Donc baisser de 5%, les ordres de grandeur, c'est le Japon, c'est grosso modo 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, l'économie du Japon tous les ans. Donc il faudrait éliminer l'équivalent de l'économie du Japon tous les ans pendant 25 ans. La France, c'est moins de 1%.
Si vous prenez la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, vous arrivez à peu près à 5%, un peu moins de 5%. Donc c'est l'équivalent de ces économies-là qu'il faudrait enlever de l'économie mondiale pour baisser de 5% par an. Donc, ceux qui vous parlent de croissance verte, donc qu'on va continuer d'augmenter à l'infini le PIB et qu'on va décroître à l'infini nos émissions de CO2, bah, soit ils ne savent pas compter, soit ils sont incompétents, soit ils sont lâches. Peut-être un peu des trois, peut-être, je ne sais pas. Donc il va falloir qu'on apprenne à raisonner autrement et qu'on fasse émerger en fait un nouveau modèle civilisationnel et dans les entreprises des nouveaux modèles d'affaires à visée régénérative. C'est ce que j'essaye de faire dans mon association, ce que j'essaye de faire aussi dans ma propre entreprise, et ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires qu'il faut pouvoir adresser. Mais pourtant, on n'est pas démunis. On n'est pas démunis, il y a des solutions pour faire autrement. Et le secteur de la construction, c'est l'un des secteurs les plus émissifs. Vous le savez, c'est 25% en France des émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu plus de 30% aux émissions au niveau mondial. Donc c'est, avec le secteur du transport, le secteur le plus polluant en termes de CO2. Donc comment on va s'en sortir? Donc on a beaucoup réfléchi depuis quand même pas mal d'années dans le cadre d'un think tank dans lequel je suis administrateur qui s'appelle The Shift Project, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Et on a beau prendre le problème par tous les bouts, on voit bien que le centre de gravité de la construction dans les pays à haut revenu dont on fait partie, nous la France et puis les pays du Nord, le centre de gravité de la construction, ça va aller de plus en plus vers le rétrofit, la rénovation des infrastructures existantes. Donc, si on vous dit le contraire, bah, ça va être compliqué, parce que c'est bien sûr beaucoup moins émissif de rénover des bâtiments existants que de construire en neuf. Et le problème de la construction neuve, vous le savez très bien, c'est que la construction neuve sur des terrains qui avaient déjà été artificialisés, bon, bah, à la limite, pourquoi pas, mais la construction neuve sur des terrains vierges, ben là, on reporte la pression sur d'autres limites planétaires, notamment la biodiversité, qui est encore plus important que le climat d'ailleurs. Et il faut qu'on arrête d'artificialiser, évidemment, le plus vite possible, parce que le problème de l'extinction du vivant, c'est un problème qui est moins une crainte face à l'avenir, plutôt qu'un constat face au passé, parce qu'on a déjà, depuis 70 ans, éradiqué 70% de la macrofaune. Depuis, donc c'est rien du tout, entre 50 et 70 ans. Et 70% des insectes et des oiseaux des champs ont aussi disparu dans les 30 dernières années du fait de nos modes de vie. Donc ça, c'est complètement dingue. Et au rythme actuel d'extinction des espèces, eh bien, il ne restera plus grand-chose de vivant à la fin de ce siècle. Donc pour le secteur de la construction, au-delà du fait qu'il va falloir qu'on rénove beaucoup plus, et il y a d'autres leviers à activer et je vais vous en parler maintenant. Alors, les matériaux, que vous rénoviez ou que vous construisez en neuf, il y aura toujours besoin de matériaux de toute manière. Et les matériaux les moins émissifs, c'est ceux qu'on ne va pas fabriquer. Donc, vous avez parlé beaucoup de réemploi. Bah oui, la première vertu de l'économie circulaire, ça va être le réemploi. Il va falloir qu'on fasse de plus en plus des bâtiments, vous l'avez dit, banques de matériaux. Donc, qui dit réemploi, ben, dit un minimum de standardisation, c'est clair, il va falloir qu'on s'y mette. Les prototypes, les gestes architecturaux qu'on a pu connaître à une époque où on ne savait pas compter, ben, ça, oui, ce sera sans doute encore possible, mais il va falloir être encore un peu plus malin pour le faire avec des éléments les plus standardisés pour pouvoir favoriser en fait la récupération de ces matériaux à un moment donné pour les réutiliser, si possible, dans le même usage. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. C'est le recyclage est déjà une défaite. Il faut réemployer le plus possible pour allonger la durée de vie de tout type de matériaux. C'est pour ça que chez Bouygues, d'ailleurs, on a décidé d'ouvrir maintenant des plateformes de réemploi sur des sites physiques. Donc la petite filiale s'appelle Cinéo. Il y a déjà 2 sites. On prévoit 10 sites d'ici 2026. Où dans le temps, quand on faisait du démantèlement de bâtiments, il n'y avait pas de marché de la seconde main des équipements de la construction et des matériaux de construction. Eh bien, ce marché il est en train d'émerger avec la RE en France et puis dans d'autres pays également. Et donc, il y a de plus en plus de clients qui sont appétents. J'ai visité ce matin un chantier donc à Rueil-Malmaison où le client a été prescripteur de réemploi sur les produits blancs, notamment sur les armoires électriques, sur certains éléments de la décoration du bâtiment.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que bien sûr, tout ce qu'on va réemployer, ça compte pour zéro dans le bilan carbone du bâtiment. Mais la vraie révolution, c'est même pas ça. La vraie révolution, ça va être d'intensifier l'usage des infrastructures. Donc aujourd'hui, on raisonne en kilowattheures par mètre carré pour qualifier l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure parce que c'est une approche purement d'ingénieur, alors que d'un point de vue physique, ce qui est important, c'est de consommer moins en absolu. Et pour consommer moins en absolu, comme on aura moins de bâtiments, on va en construire beaucoup moins. Et l'objectif, c'est de faire transpirer les assets, les bâtiments qui existent déjà, pour qu'on les utilise beaucoup plus. Beaucoup plus. Et les bâtiments les plus rentables demain, ce sont les bâtiments qui seront utilisés sur une chronotopie la plus large possible. Donc on accompagne, alors là c'est une autre filiale de notre entreprise, qui accompagne les clients sur un scan déjà l'utilisation de leur infrastructure à un moment donné. Et on s'aperçoit, et là on est tombé de notre chaise aussi, on ne le savait pas, que l'utilisation des infrastructures bâties, que ce soit dans le logement et bien sûr dans les bâtiments tertiaires, publics et privés, et même certains types de bâtiments industriels, les taux d'utilisation sont extrêmement bas, 15-20% pour certains types de bâtiments tertiaires, et ça peut monter jusqu'à 25% pour d'autres types de bâtiments tertiaires. Mais c'est extrêmement bas, ça veut dire que 75 ou 80% du temps, les bâtiments sont complètement vides. Donc, on va pousser, on va inciter nos clients en leur disant, écoutez, quand vous avez un bâtiment et que vous avez un preneur dans ce bâtiment, on va accompagner le preneur pour, bien sûr, quand il a l'usage de tout ou partie des espaces de ce bâtiment, il en a la jouissance exclusive, évidemment. Mais quand il n'est pas là, ou quand il n'en a pas besoin, comment on peut utiliser les mètres carrés, tout ou partie des mètres carrés, pour faire en sorte de faire rentrer des recettes d'exploitation additionnelles et avoir un bâtiment en fait, qui, dans l'absolu, peut fonctionner 24 heures sur 24. Alors ça vous paraît peut-être complètement ubuesque, mais je vous garantis qu'il y a de plus en plus de clients qui sont intéressés par cette approche-là, parce que tout simplement, c'est concilier en fait durabilité et profitabilité. Parce que dès lors que vous avez des utilisateurs secondaires, tertiaires ou quaternaires, eh bien, vous générez des recettes d'exploitation additionnelles qui vous permettent donc d'atténuer notamment vos charges d'OPEX. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin pour faire du net zéro. Alors, bon, vous avez compris que l'intensification d'usage, c'est moins de bâtiments, donc moins d'empreintes carbone pour la construction et des bâtiments plus rentables. Donc ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Mais la vraie révolution, c'est encore même pas ça, c'est le as a service. Alors, le as a service, ça va être une révolution, on pense. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, mais c'est comme ça. Donc on connaissait le as a service pour les photocopieurs, plus personne n'achète un photocopieur, vous achetez des copies, puis la machine reste la propriété de Ricoh ou de Xerox. Puis on s'est dit, mais comment on pourrait appliquer ce même aspect, cette même fonctionnalité au bâtiment. Donc on est en train de lancer, je vous le dis tout de suite, une révolution, ça s'appelle le bâtiment hybride à économie positive. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, vous allez tous être familiers de ça. Comment ça se passe dans l'industrie du bâtiment? Il y a des maîtrises d'ouvrage qui veulent soit rénover leurs biens, soit en construire d'autres. On aura besoin de toute façon d'en construire d'autres dans les pays du monde. Et qu'est-ce qu'ils font, ces maîtrises d'ouvrage? Eh bien, ils prennent un architecte et ils décident de ce qu'ils veulent construire, les fonctionnalités du bâtiment, bien sûr. Puis une fois qu'ils ont déterminé le cahier des charges, ils demandent à des constructeurs de faire le chiffrage. Et là, il y a une grosse compétition qui s'opère entre les constructeurs pour faire le prix, bien sûr, le plus bas, parce que le prix le plus bas, c'est celui qui va gagner l'affaire. Et que font les constructeurs pour proposer le prix le plus bas? Ils se retournent vers vous, ils se retournent vers les sous-traitants, vers les fournisseurs, et pour dire, attendez, si vous voulez être embarqué dans ces projets-là, donnez-nous le prix le plus compétitif possible, parce que sinon, on ne va pas gagner. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir un prix compétitif? Eh bien, vous vous retournez vers vos propres fournisseurs jusqu'aux fournisseurs de la matière première primaire. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des décennies. Alors, c'est vrai que pour faire baisser les coûts, c'est un super moyen. Mais c'est quoi la variable d'ajustement de ce type d'approche? C'est que, quand c'est pas cher, souvent, la variable d'ajustement, elle est environnementale et puis elle est sociale. Et donc, tant que la planète était grassouillette en ressources et tant qu'elle pouvait digérer nos externalités négatives,
what the fuck, hein, alors là, on gagne de l'argent, on paye des impôts, on fait travailler des gens. Bon, qu'on émette du CO2, c'est comme ça, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Sauf que cette façon de raisonner est une façon, aujourd'hui, qui est criminelle. C'est même un crime contre l'humanité de continuer d'émettre du CO2 quand on sait que, à l'horizon 2050, au rythme de nos conneries, là, on risque d'avoir une planète qui ne sera pas habitable sur une grande partie de sa surface. Et je pense que là, nos enfants vont clairement nous maudire parce que c'est moins le changement climatique qui va nous tuer que les troubles géopolitiques qui vont être associés à ce changement climatique. Donc il nous reste extrêmement peu de temps, en fait, on est déjà tellement en retard, pour changer de paradigme. Alors avec le BHEP, l'approche est complètement différente. Ce qu'on va proposer à nos équipementiers, c'est-à-dire ceux qui fournissent l'éclairage, ça peut aussi concerner les poutrelles métalliques, ou les onduleurs, ou l'armoire électrique, ou le faux plancher, ou la moquette, tout ce que vous voulez. On va leur dire, écoutez, nous, on est intéressés, bien sûr, pour vous acheter vos équipements, mais on ne va pas vous les acheter, en fait. C'est vous qui allez les financer. Et puis, on va donc vendre aux clients un bâtiment dont certains équipements, et peut-être à terme tous les équipements, n'appartiendront pas aux propriétaires. Vous allez dire, mais comment est-ce possible? Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Et cette approche, pourquoi on veut faire ça? Parce que dès lors qu'on va être en as de service, si je prends l'exemple de l'ascenseur, aujourd'hui, quand on met une cage d'ascenseur dans un bâtiment, là pareil, on fait un appel d'offres, c'est l'ascenseuriste qui nous propose la cage d'ascenseur la moins chère qui gagne. Mais si demain, c'est l'ascenseuriste qui finance l'ascenseur en première monte et qui se refait la cerise économique sur l'usage, donc on ne vend plus un ascenseur, on vend de la mobilité verticale, on ne vend plus un système d'éclairage, on vend de la lumière, eh bien, je vous garantis que l'ascenseuriste, il ne va pas nous mettre le même ascenseur du tout dans le bâtiment. Pas du tout le même. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent très bien que chaque minute marginale de bon fonctionnement de l'ascenseur, sans qu'ils aient besoin d'y toucher, eh bien, c'est plus de cash pour eux. Donc ce type de contrat, c'est moins de capex, donc c'est moins cher pour le client, donc on est plus compétitif. Bien sûr, on dit au client que l'ascenseur, il n'est pas à lui, mais il en a la jouissance exclusive, c'est-à-dire que l'ascenseuriste ne peut pas venir chercher son ascenseur pour le mettre dans un autre bâtiment. Contractuellement, ce n'est pas possible, évidemment. Mais donc, ça fait baisser le capex. Donc, nous, ça nous permet de mieux vendre, hein, parce qu'il faut toujours construire de toute manière. Et pour l'ascenseuriste, l'avantage, c'est qu'il va avoir un contrat de maintenance très longue durée et il va être rémunéré à l'usage, à condition qu'il délivre le service qui est attendu par l'utilisateur. Et ce modèle-là, on a fait des calculs de point de table parce que chez Bouygues, on sait faire des calculs. Eh bien, on arrive à réduire l'empreinte carbone sur la partie équipement d'un facteur 4 jusqu'à 12. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on met des équipements avec le monde d'avant, forcément, les équipementiers, ils nous mettent le minimum pour que ça corresponde à la garantie par rapport à la garantie de l'objet à implémenter, mais pas plus, parce que s'ils en mettent plus, s'ils mettent un peu plus de matières premières, ils vont perdre de l'argent, tout simplement. Donc c'est pour ça que dans les bâtiments modernes, les équipements, la plupart du temps, il faut les changer plusieurs fois sur la durée de vie du bâtiment, parce qu'en fait, ils ne tiennent pas dans la durée. Ils tiennent la durée de garantie, mais ils ne tiennent pas dans la durée. Et le vrai bilan carbone d'un bâtiment, ce n'est pas le bilan carbone au moment de la réception du bâtiment, ça c'est une connerie, c'est le vrai bilan carbone du bâtiment, c'est le bilan carbone en coût carbone complet, comme dirait Jean Covici, donc de l'extrême amont à l'extrême aval. Et avec des équipements qui vont durer 3 à 4 fois plus longtemps, avec cette approche-là, et avec en plus une logique banque de matériaux où on pourra récupérer l'équipement in fine si ça doit changer d'usage, eh bien, on va pouvoir avoir des bilans carbone qui vont être extrêmement bas parce qu'on va être dans une logique de durabilité forte et c'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse. Alors, vous allez me dire, c'est très gentil ça, mais le bâtiment va coûter moins cher, il y aura moins de frais financiers pour la maîtrise d'ouvrage, donc il pourra le financer plus facilement, mais ça va quand même faire notablement augmenter les OPEX. Donc, les frais d'exploitation vont être plus importants parce qu'il y aura ce fameux droit d'usage de l'équipement qu'il ne payait pas avant, au-delà de ce qu'il payait, bien sûr, pour la maintenance habituelle. Mais rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, comme les bâtiments, on va beaucoup plus les utiliser, on va intensifier l'usage,
eh bien, c'est cette intensification d'usage qui va permettre de financer des surcroîts d'OPEX associés aux bâtiments as a service. Et ça, c'est une excellente façon, évidemment, de décarboner d'une façon radicale les bâtiments neufs ou rénovés. Alors, ça ne suffit pas pour faire du net zéro. Il faut encore d'autres paramètres, et notamment la capacité que les infrastructures auront demain à produire et autoconsommer les flux physiques dont le bâtiment va avoir besoin pour fonctionner. Alors ça, c'est Bouygues qui a inventé ça il y a 14 ans maintenant, hein, ça s'appelle les bâtiments à énergie positive. Au début, c'était économiquement très compliqué, parce que les panneaux solaires, la géothermie, ça coûtait quand même assez cher. Grâce aux Chinois qu'on a laissé faire, et qu'on a subventionné d'ailleurs au début du photovoltaïque en France, on a été très malin d'ailleurs, enfin, c'est pas très malin d'ailleurs. Maintenant, ils ont une industrie photovoltaïque qui est ultra compétitive. On ne rattrapera jamais le retard sur ce sujet. Mais par contre, vu qu'on a du photovoltaïque qui coûte pas cher, on peut en tartiner partout sur les bâtiments pour que les bâtiments puissent produire ce dont ils ont besoin en flux physique électrique. Et comme maintenant, ça devient beaucoup moins cher d'implémenter ce genre de choses, donc il faut travailler avec les architectes pour essayer d'en mettre partout, évidemment. Sur le toit, évidemment, mais sur les ombrières, il y a plein d'astuces pour là. Et les bâtiments vont notablement plus produire à certaines périodes qu'ils vont consommer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette énergie supplémentaire? Et ça, on a plein d'exemples maintenant avec certains types de clients. Eh bien, on va bien sûr non pas la revendre à EDF qui nous le rachète à un prix, ou à EDF ou n'importe quel opérateur à un prix dérisoire, mais il va falloir l'utiliser en courant continu, très important le courant continu, pour recharger les véhicules électriques qui seront connectés au bâtiment. Et donc là, beaucoup de bâtiments, il y aura bien sûr des voitures électriques qui vont venir progressivement remplacer les véhicules thermiques, même si le grand remplacement sur ce sujet, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est pas tout à fait pour tout de suite, mais il est clair que dans les années qui viennent, il y aura un pourcentage de véhicules électriques de plus en plus important. Et ces véhicules vont faire leur plein d'énergie bien sûr, dans des bâtiments. Alors l'avantage de ça, alors ça c'est aussi une petite révolution, c'est que les véhicules électriques vont être rechargés par l'énergie produite par le bâtiment, évidemment. Et à un moment donné, ces véhicules vont avoir suffisamment d'énergie, soit pour repartir là où ils doivent aller, soit pour relarguer une partie de l'énergie stockée dans le bâtiment, lorsque le bâtiment va en avoir besoin. Alors pourquoi, à quoi ça sert? C'est qu'aujourd'hui, on a très chanceux en France, mais ça ne va pas durer, où on a un prix de l'énergie qui est très stable, du matin au soir, avec simplement un tarif jour, un tarif nuit. Mais ça, on sait très bien que c'est le début du commencement de la fin, et que très rapidement, la France, comme les autres pays dans le monde, comme c'est déjà le cas au Japon, en Corée, on aura une tarification temps réel de l'énergie. Tarification temps réel, c'est que à certains moments de la journée, ça sera moins cher parce qu'il y aura beaucoup de systèmes de production renouvelables qui vont fonctionner. Et puis d'autres moments de la journée, plutôt, ça sera plus cher parce qu'il y aura moins de renouvelables, parce que le renouvelable, c'est intermittent, ça ne vous a pas échappé. Et donc, du coup, il faudra faire des économies ou décaler les consommations. Et donc, les bâtiments, ça va être super parce que ça va être des éléments de l'équilibre de la courbe de charge, à la fois du propre du bâtiment en tant que tel, mais des bâtiments qui seront sur un îlot ou sur un quartier. Donc le bâtiment va devenir un hub de dispatching énergétique. Un coup, j'utilise l'énergie que je produis pour mon propre consommation. Un coup, je la revends à mes voisins immédiats. Un coup, je la stocke dans mes véhicules pour recharger les véhicules. Mais les véhicules qui vont être véhicules to building vont pouvoir aussi en redonner quelques pourcentages quand le bâtiment en aura besoin, sur une période temporelle bien sûr très limitée pour que la voiture puisse repartir si elle a besoin de repartir. Tout ça, c'est pas de la science-fiction, ça se fait déjà. Et ça fait que le parking demain, qui était un centre de coût pour la plupart des bâtiments, va devenir un centre de profit. Et ça aussi, ça change complètement l'équation économique du bâtiment. Alors sur l'intensification d'usage, je reviens sur cette notion qui est essentielle. Ça marche aussi très bien pour les logements. Donc moi-même, j'habite à Paris. Quand mes enfants sont partis, ça fait déjà une belle lurette. Je me suis dit, il y avait 2 chambres. Qu'est-ce que je fais? Je garde ces 2 chambres pour en faire un hub à bordel et me dire que quand ils vont revenir une fois par an, ils auront leur chambre. Et ils ne reviennent jamais. Hein.
où je me suis dit, comme j'essaye d'être à peu près exemplaire dans ma façon de vivre sur ce sujet, j'ai décidé de faire des travaux et de transformer ces 2 chambres en studio. Donc j'ai un sas, quand je rentre chez moi, j'ai un petit couloir, j'ai 2 portes, l'ancienne porte, puis une deuxième porte où je rentre chez moi, puis la porte de gauche où j'ai aménagé un studio, avec tout un système d'isolation type chambre d'hôtel de luxe, là, pour que mon locataire, qui est une locatrice en l'occurrence, eh bien, puisse faire ce qu'elle veut chez elle. Et donc j'ai intensifié l'usage de mes mètres carrés. Et puis, on a aussi un promoteur dans le groupe. On s'est dit, finalement, si on imaginait des logements qui deviennent centres de profit. Voilà. Et on se dit, oui, c'est complètement con, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Donc, des logements qui peuvent se reconfigurer, donc ça s'appelle logis, qui peuvent se reconfigurer en fonction de l'évolution de la cellule familiale qui varie dans une vie. Vous avez compris qu'un coup, les enfants sont là, il y a des divorces, il y a des remariages et tout ça. On n'est jamais le bon nombre. Et les logements, aujourd'hui, ils sont extrêmement peu modulaires. Il faut changer de logement. Et c'est quand même très, très chiant de changer de logement. S'ils le sont un peu plus, eh bien, on va pouvoir intensifier l'usage. Et ce qui nous a donné l'idée de faire ça, c'est l'étude AREP qui est sortie en 2023 et qui montre, tenez-vous bien, qu'il y a 37% des logements en France, sur les 35 ou 36 millions de logements, qui sont structurellement sous-occupés. Sous-occupés. Donc en fait, en France, on manque de logements, mais on ne manque pas de surface en réalité. On manque de logements à certains endroits, mais on a suffisamment de surface construite. C'est ça qui est complètement dingue. Donc il faut changer aussi le paradigme de la construction de logements, ou plutôt de la reconstruction de logements, pour faire en sorte de les rendre de plus en plus modulaires, adaptables, en fonction de la composition. Donc on n'a pas besoin de 200 mètres carrés ou de 150 mètres carrés ou même de 120 mètres carrés quand on est tout seul ou quand on est 2 dans un logement. Ça, on a pu se payer ce gaspillage à l'époque où on n'avait pas conscience de ce qui est en train de se passer au niveau climatique. Aujourd'hui, on peut plus faire ça, c'est pas possible. Sachant que sur les 37% de logements sous-occupés, il y en a 17% qui sont vacants. Donc vous faites 17% plus 37%, vous faites un petit calcul de point de table là. Si on voulait vraiment, on pourrait pratiquement d'un trait de plume, et ça c'est simplement par un levier qu'on pourrait activer au niveau fiscal, créer 8 millions de logements sans couler 1 mètre carré de béton, quoi. 8 millions de logements, ce qui est largement plus que les besoins actuels compte tenu de la baisse de la démographie. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de solution, c'est un problème culturel. Est-ce qu'on va accepter d'intensifier l'usage? Est-ce qu'on va accepter de faire du as a service? Est-ce qu'on va accepter le réemploi? Est-ce qu'on va accepter d'utiliser des matériaux qui sont biosourcés, géosourcés? On n'a pas parlé de la pierre encore là, mais le bâtiment de demain, bas carbone, je vous garantis qu'il ne sera ni en béton, ni en bois, ni même en acier, il sera en pierre. D'ailleurs, c'est les seuls bâtiments qu'on visite quand on va en vacances, c'est des bâtiments en pierre, parce que ceux qui durent vraiment, c'est ceux-là. Et la pierre a été injustement évacuée des systèmes de construction il y a plusieurs dizaines d'années quand le béton est arrivé, parce que c'est vrai que c'est pratique le béton, faut reconnaître, c'est facile de construire en béton. Mais c'est très très injuste parce que le matériau pierre, d'abord c'est très 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 bas carbone à condition que les pierres on n'aille pas les chercher trop loin, et ça tombe bien, en France il y a des pierres partout. Et le gros avantage, c'est que d'un point de vue thermique et d'un point de vue acoustique, c'est quand même des matériaux extraordinaires. Et compte tenu que non seulement il va falloir qu'on atténue nos émissions de gaz à effet de serre pour rentrer dans les clous de l'accord de Paris, si tant est que ce soit encore possible, mais il va falloir, hélas, aussi s'adapter parce qu'on a émis déjà 3000 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. On est à 425 ppm de CO2 et que, quoi qu'on fasse, on a déjà embarqué un changement climatique qui est visible et il va falloir qu'on s'adapte parce qu'il va y avoir des températures qui vont être caniculaires dans les étés à venir. On sait très bien, il y a une étude qui a été faite par la ville de Paris sur Paris 50 degrés. Je vous conseille de lire cette étude, où d'ici 2030, 2040, on aura entre 15, 16, 20 jours à plus de 50 degrés dans la capitale. Alors, pourquoi 50 degrés? Parce que, bien sûr, dans les villes extrêmement denses, très minérales,
eh bien, il y a des sensations d'halo de chaleur beaucoup plus importantes que si vous êtes à 30 km dans la campagne à côté. Il y a le fait que ça soit minéral, il y a une amplification en fait du sentiment de chaleur. Et donc là, il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter, le matériau pierre, encore une fois, est certainement l'un des matériaux qui permettra donc de passer ces épisodes sans trop de problèmes. Parce que de croire qu'on va pouvoir tout climatiser, comme j'entends parfois, d'abord c'est une vue de l'esprit, c'est extrêmement injuste la climatisation, parce qu'il y a ceux qui pourront, il y a ceux qui ne pourront pas. Puis là aussi, ceux qui ont fait un peu de technique savent très bien que lorsqu'on fait de la climatisation, on rejette du chaud à l'extérieur. Et ils ont fait des simulations sur la ville de Tokyo, par exemple. Rien que par les clims à Tokyo, ça contribue au réchauffement de la ville de 4 degrés. Donc ça ne sera pas très populaire, je pense, si vous avez deux catégories de population, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. À mon avis, ça ne va pas le faire d'un point de vue social. Donc si on veut pouvoir avoir un confort d'été acceptable pour tous, il va falloir qu'on privilégie des conceptions bioclimatiques de nos bâtiments. Certes, il y aura des moments d'inconfort, mais on pourra faire du rafraîchissement, mais on pourra aussi, on pourra grâce à cela éviter d'avoir à tout climatiser. Donc en conclusion, il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on accélère notablement. Le but, ce n'est pas de réduire en intensité l'empreinte carbone de vos entreprises, c'est de réduire en absolu. Tout le reste, c'est du bourri avec la bouche, ça n'a aucun sens. Donc, vous devez baisser de 5 à 6% par an vos émissions. C'est une obligation morale si vous voulez pouvoir continuer de regarder vos enfants dans les yeux. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour cet éclairage. Fabrice sera disponible tout à l'heure dans le réfectoire. Pour conclure, on a voulu... Alexandra, tu peux venir aussi avec moi. On a voulu aussi mettre en lumière et faire un éclairage particulier aux entreprises pionnières qui se sont engagées l'année dernière, il y a exactement 14 mois, dans la démarche. Alors, avant de les appeler, je souhaiterais en fait aussi rendre aussi à Laetitia, qui a animé ce groupe pendant une année. Laetitia, si tu peux venir nous rejoindre. Et également Charlotte Alibert de l'ADEME. Au niveau... Alors, Laetitia, je ne la vois pas. Ah si, elle arrive. Elle arrive. Du coup, on peut lancer ce que l'on va... Alors, les entreprises, en fait, vont recevoir un petit diplôme, qui est un diplôme qui initie, puisqu'ils viennent de finir leur plan d'action au niveau de Impact A, et un bouquin de Fabrice sur l'entreprise contributive. Et Fabrice vous l'a dédicacé. Alors, je me permets de le lire. Se peser ne suffit pas pour maigrir. Il faut agir. Pour le climat, c'est pareil. À méditer. Du coup, j'appelle les entreprises Bonhomme, en la personne d'Amandine Cabane, Pablo Lamotte, Alice Lemoine, PL Garonne, Laurent Burnichon, Morgane Outoquin, Walter Fogg, Michael Saugier, Locapal, Thibaut Tempé, SIT, Christophe Menant, Alcar, Philippe Ascon et Marie-Annick Jory. J'appelle un certain nombre de personnes. J'ai appelé toutes les personnes qui ont contribué pendant un an à venir se former, à réfléchir, à mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, certaines sont souffrantes. Donc, on a pensé, entre autres, à Christophe. On pense fort à lui. Et donc, voilà. Donc, cet engagement a été réussi. On vient de clore cette première promo. Charlotte, est-ce que vous avez quelques mots à nous donner sur cette... Oui, je vais aller assez vite parce que je pense que la matinée était déjà assez riche et puis l'important c'est surtout de vous remercier pour tout ça. Je vais peut-être juste quand même faire un focus
sur notamment Acte, qui a été à la base en fait aussi de votre opération collective et qui a mobilisé toutes ces entreprises. Baptiste Péry-Saint-Faber tout à l'heure en a parlé, mais c'est vrai que Acte maintenant c'est vraiment une méthodologie qui est, on va dire, très portée, enfin qui a été déjà développée par l'ADEME et qui en ce moment prend beaucoup d'ampleur, qui vise à aller permettre d'évaluer les plans de transition des entreprises. Donc là c'est pour les entreprises qui ont des plans qui sont plutôt matures, des grands groupes, et on va aller essayer d'aller dire si ces plans de transition sont crédibles, sont robustes et surtout tendent à être alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. Et pour des entreprises qui seraient peut-être un peu moins matures sur le sujet, peut-être un petit peu plus petites, l'ADEME a mis en place une méthodologie qui s'appelle Acte pas à pas et qui vise vraiment à accompagner et prendre les entreprises par la main pour dire je construis ma stratégie de décarbonation, je construis un plan de transition et je me mets en mouvement. Et donc tout ça, avec Acte pas à pas, c'est vraiment une démarche de structuration et de progrès. Et il faut voir que depuis quelques années maintenant, l'ADEME finance des opérations collectives où l'objectif c'est d'avoir un porteur de projet qui mobilise un collectif d'entreprises autour de lui, qui vont se lancer dans des démarches, que ce soit Acte évaluation ou Acte pas à pas. Et donc le CITICM a lui-même porté une opération. C'est une opération collective thématique, mais typiquement, on peut aussi avoir des opérations avec un grand donneur d'ordre qui va essayer de mobiliser sa chaîne de valeur et notamment ses fournisseurs. C'est par exemple le cas avec Siemens ou même le groupe ADP qui a témoigné ce matin. On a également des opérations collectives qui sont portées par des collectivités ou par des territoires. Donc, c'est très large et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un collectif d'entreprises qui va faire sa démarche individuelle, mais qui par ailleurs peut parler ensemble, essayer de dialoguer, d'avoir des moments d'échange pour justement avoir ces retours d'expérience, essayer de travailler sur des sujets en commun. Donc voilà, c'est nous quelque chose qu'on pousse vraiment à l'ADEME. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis je crois 4 ans maintenant, ce sont 300 entreprises qu'on se retrouve dans des opérations collectives, une trentaine d'opérations qui ont été financées et ça représente quand même 5 millions sur le budget de l'agence. Donc tout ça pour dire aujourd'hui que féliciter les 8 entreprises qui se sont lancées dans ces démarches parce que ce sont quand même des démarches qui cherchent quand même à transformer les entreprises, à travailler en collectif, à essayer d'en faire un projet d'entreprise et à essayer de se projeter dans un monde bas carbone. Donc en gros, c'est essayer peut-être de réinventer ses activités, d'essayer de la projeter loin et de se dire comment je me mets en ordre de marche pour, d'ici quelques années, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, essayer d'avoir une activité qui reste pérenne et un business model qui fonctionne et qui marche. Donc bravo à vous, merci de vous être engagés et d'avoir été parmi les entreprises pionnières de cette filière de construction métallique. Alors normalement vous êtes doté d'une stratégie bas carbone, vous avez un plan d'action. Maintenant le tout c'est de continuer à travailler, à le mettre en œuvre et donc c'était le début, mais le parcours va continuer et ayez en tête que l'ADEME reste vraiment un partenaire clé dans le sens où nous on met à disposition de l'expertise à travers plein de projets prospectifs, à travers des études aussi qui visent notamment à essayer de donner des considérations techniques sur ce qui peut advenir par la suite et aux solutions à mettre en œuvre et bien sûr un partenaire de financement. Donc merci à vous Charlotte. Et puis bravo pour votre engagement. Merci aux entreprises. On l'a bien entendu, on se donne rendez-vous dans 1 an pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait, venir témoigner. Et puis on compte aussi sur Isabelle qui viendra vous interviewer pour savoir en fait comment ça avance. Cette matinée touche à sa fin, donc merci beaucoup d'être présent, d'avoir tenu le coup sur la décarbonation, donc c'est bien, c'est un sujet qui passionne. Nous on reste à votre disposition. Avant de conclure, je voulais quand même remercier l'équipe PopLink, à savoir Chloé, Marie, Alexandra, SMA et Marine, la régie, Christophe et Jérémy, bien entendu l'équipe tête du CTICM avec Géraldine, Thibaut, Laetitia et Gabriel. Et je vous donne rendez-vous pour déjeuner tout de suite derrière. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup. Un grand merci également à Marie. Si vous voulez qu'elle vous explique ses fresques, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a traduit, vulgarisé tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Merci Marie.
Oui. On vous les met dans le cocktail.